Alain Bolodjoa, nous avons annoncé dès l'entame de l'émission qui sera là. On va parler toujours de cette histoire des révisions constitutionnelles, révision, changement, la question qui divise. Alors lui, c'est beaucoup plus l'aspect changement. Pour lui, ça poserait un peu des sérieux problèmes. Alain Bolodjoa, bienvenue. Merci en tout cas pour l'opportunité. Aujourd'hui, économiste, mais vous vous intéressez aussi à la Constitution. Bon, peut-être que vous serez surpris. Les débats sur la Constitution est éminemment politique. Okay. Et c'est depuis 2002 que je suis politicien. Okay. J'étais parmi les jeunes qui avaient du vent en poupe pendant qu'on parlait de la Constitution. J'ai eu à assister plusieurs députés dans leurs notes explicatives par rapport à cette Constitution. J'ai assisté à plusieurs plénières sur le débat de la Constitution. Et je prétends aujourd'hui être parmi ceux qui connaissent assez bien le contexte, mais aussi l'esprit de la Constitution. Alors, l'esprit de la Constitution, pour vous, les changements, ça ne sera pas facile. Bon, déjà en politique, là je réfléchis en politicien. En politique, le facile n'existe pas, l'impossible non plus. C'est possible de changer une constitution. Il suffit seulement d'enclencher le mécanisme révolutionnaire, soit par la révolution populaire, ou sinon par la révolution militaire. En ces moments-là, on stoppe l'élan constitutionnel, on dissout la Constitution ainsi que les institutions qui émanent de cette Constitution. On pourra éventuellement présenter une nouvelle Constitution. Ce n'est pas la première fois. Il vous souviendra qu'en 1965, lorsqu'il y a eu renversement du pouvoir, il eût fallu que ceux qui ont eu à renverser le pouvoir puissent avoir la volonté de nous présenter une nouvelle Constitution. Nous avons eu la Constitution de 1967, la Constitution dite des révolutionnaires. C'était pas facile, mais c'était possible. Et nous avons eu à réviser cette Constitution à plusieurs niveaux, en 1970, en 1971, en 1974. Et on a présenté une nouvelle Constitution en 1992, la Constitution qui a souffert dans son application. Il y a eu révision en 1994 de l'ancienne Constitution. Et après, Laurent Désiré Kabila est arrivé. Il a dissous la Constitution ainsi que les institutions en place. Il a présenté le texte, le décret, justement pour régenter le pays pendant cette période. Et on a eu 1+4. C'est grâce à 1+4 que nous avons eu cette Constitution. C'est-à-dire que dans la dynamique de la société, il est possible de renverser l'ordre politique établi et de proposer une nouvelle Constitution. Mais dans le cas d'espèce, nous devons savoir que ça serait une sorte de recul. D'autant plus que nous avons connu ces genres de débats. Et au regard des dispositions pertinentes de la Constitution, il est strictement interdit aux institutions d'initier des actions qui énervent la Constitution. Alors, mais non. Tout à l'heure, vous aviez parlé, sous Mobutu, il y a eu un changement de la Constitution. Est-ce que vous ne voyez pas que dans ce même ordre d'idées, ça pourra aussi se faire ici chez nous? Oui, c'est possible, oui. S'il y a révolution populaire ou s'il y a coup d'État. J'ai dit sous Mobutu. Non, mais effectivement, Mobutu a eu à renverser le pouvoir par la force. J'ai dit, en 1967, une constitution révisée jusqu'en... Vous avez 92, il y a eu la conférence nationale souveraine qui a eu à présenter une constitution qui a souffert dans son application, justement, parce qu'on ne pouvait pas faire coexister deux constitutions à la fois. Alors, dans ce cas, pour qu'on ait une nouvelle constitution ou changement des constitutions, il faut qu'il y ait peut-être une conférence ou peut-être c'est que... Alors, c'est quoi? Non, la conférence n'a pas d'essence. Parce que déjà, nous avons une constitution référendaire, c'est-à-dire que le peuple a validé la constitution. Si vous voulez changer la Constitution, qu'il faille initier un putsch. Un putsch. Un coup d'État, ou sinon une révolution populaire. Parce que je ne vois pas comment on pourrait tirer la substance de l'initiative du changement sur base de ce qu'il y a. Alors, alors qu'ils veulent peut-être toucher à l'article 220, ils peuvent aller... Oui, c'est un coup d'État, oui. Un coup d'État constitutionnel. C'est un coup d'État, effectivement, parce que la Constitution
l'article 220 en soi n'est pas verrouillé. Il n'est pas verrouillé. L'article 220 n'est pas verrouillé, mais l'article 220, c'est le verrou de plusieurs autres dispositions de la Constitution. Et c'est ça, en fait, qui constitue l'identité de cette Constitution. Si vous le touchez, naturellement, vous changez de Constitution. Là, en ces moments-là, ça sera un coup d'État constitutionnel, c'est-à-dire qu'on on use de son pouvoir tiré de la Constitution, en violation de la Constitution, bien sûr, pour donner une nouvelle Constitution. Parce que c'est ça, c'est ce qui constitue la philosophie. Mais ce coup d'État constitutionnel sera légitimé par l'avènement d'une nouvelle Constitution, l'avènement d'une nouvelle République, la 4e République. Et là, on ira vite. Bon, je pense que nous devons être assez clairs, parce qu'on risque de créer de confusion dans les esprits. Les institutions en place sont liées à la Constitution actuelle. Voyez-vous? Et la Constitution actuelle érige en haute trahison toute initiative allant dans le sens d'énerver la Constitution. Je peux vous lire plusieurs dispositions de la Constitution qui mentionnent cela. La première des choses, avant que le président élu entre en fonction, il doit prêter serment. Et dans son serment, il prend l'engagement de respecter et surtout de défendre la Constitution. C'est-à-dire que son entrée en fonction est liée à cette Constitution. Voyez-vous? Et puis deuxièmement, la Constitution insiste sur le fait que s'il y a violation intentionnelle de la Constitution, cela est érigé en haute trahison. Et naturellement, un président qui viole la Constitution est appelé à être jugé, condamné et déchu de ses fonctions. Et je crois que ceux qui prennent le soin de lire l'article 166 et 167 de la Constitution savent pertinemment bien qu'un président de la République ne peut pas violer la Constitution. Il y a un autre article qui doit intéresser tout le monde, le renversement du régime constitutionnel. C'est ça le deuxième alinéa de l'article 64. En lisant ce deuxième alinéa de l'article 64, vous allez vous rendre compte qu'il est strictement interdit à quiconque d'initier une action allant dans le sens de renverser le régime constitutionnel. Dans les esprits de nos amis, ils pensaient que c'est là protéger le pouvoir contre les attaques de l'opposition. Alors que c'est un principe majeur qui était dicté dans la Constitution, qui est cristallisé par la volonté de la population. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, le régime reste comme tel. Parce que lorsqu'on parle du régime constitutionnel, c'est-à-dire la manière dont l'État s'organise en matière de pouvoir, en matière de l'administration, selon la Constitution. Alors si vous, qui prétendez être au pouvoir, vous venez dans l'idée de changer le régime constitutionnel, eh bien naturellement, vous êtes taxé, qualifié de haut traître et naturellement, on doit vous poursuivre. Et donc, je pense que M. Félix Tshisekedi est en train d'essuyer l'arbre sur lequel il est assis. Parce que c'est quand même décevant. Je dirais, c'est quand même pitoyable de voir quelqu'un qui a prêté serment devant Dieu, la nation, en témoin, se permettre d'initier le changement de la Constitution en oubliant que cette Constitution, c'est essentiellement un pacte social. C'est-à-dire que ça réconcilie plusieurs tendances, que ce soit sur le plan politique, juridique et même sur le plan culturel. Je dirais même au-delà, même sur le plan anthropologique. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, cette Constitution a réconcilié nous les unitaristes et les fédéralistes. Cette Constitution a réconcilié 450 tribus. Cette Constitution a réconcilié également tous ceux qui avaient de velléité, n'est-ce pas, de renversement du pouvoir. Mais on dit que ils se sont retrouvés dans cette Constitution. C'est une Constitution de belligérance, une Constitution de malédiction, une Constitution de la vente des territoires nationaux. Bon, ça, ce sont des inepties qui tendent pratiquement vers une forme de déviation. Si la Constitution est une malédiction, naturellement, tout ce qui en résulte est une malédiction également. Je vous reviens dans une minute. Merci. Alors, une minute. Alors, la dernière livraison d'informations pour quelques minutes. Merci beaucoup. Nathalie. Merci beaucoup, Jean-David. Merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite.
Tension persistante entre Kinshasa et Kigali, nouvelle réunion interministérielle tripartite est prévue ce lundi à Luanda en Angola, un dialogue qui s'inscrit dans les cadres du plan harmonisé pour la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda et les désengagements des forces rwandaises de l'Est de la RDC. Projet de la révision de la Constitution, l'Église catholique sort enfin de son silence, s'exprimant ce dimanche au cours de la catéchèse des jeunes à Kinshasa. Fridolin Ambongo estime que ce débat est une grande distraction et qu'il y a mieux à faire pour propulser les jeunes. Les cardinals a par ailleurs appelé la jeunesse congolaise à la vigilance. Législative 2023, il n'y aura pas de nouvelles candidatures. Pour les élections législatives 2024 à Massima Nimba au Kwilu, tous les candidats des scrutins de 2023 restent donc en lice, malgré l'annulation des suffrages et les dossiers de la fraude électorale de certains candidats députés transmis au parquet près de la Cour des cassations. Aucune décision judiciaire n'a établi leur déchéance. La presse congolaise est en deuil. La journaliste Jemima Diane Mungo de la RTNC est décédée ce dimanche à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa, quelques jours après avoir été violemment agressée par de jeunes désœuvrés communément appelés Kuluna. La journaliste a donc succombé de ses blessures. Dans le monde présidentiel en Russie, les indépendants pro-russes Kalin Georgescu crée la surprise et arrive en tête du premier tour de l'élection ce dimanche 24 novembre, donnant un temps en tête du premier tour de cette présidentielle selon le sondage sorti des urnes. En sport éliminatoire Afro-Basket Sénégal 2024, 3 sorties, 3 victoires pour les Léopards messieurs de la RDC après avoir battu le Maroc le samedi dernier par 74 à 65. Ce dimanche, les Congolais se sont imposés devant le Sud-Soudanais par 76 à 69 au Stadium Arena de Dakar. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. On revient avec Alain Bolodjo. On parlait de la constitution qui était taxée d'une constitution de malédiction, une constitution de belligérance. Et vous, en tant que politique, vous avez été avec les politiques et vous êtes dans la politique active. Comment considérez-vous ces affirmations? Non, mais c'est un sacrilège. C'est un sacrilège. En réalité, des gens qui ont débité ces genres d'inepties devaient connaître la disgrâce. Fort malheureusement, il y a beaucoup de fanatiques. Mais je voudrais peut-être rappeler à ceux qui ont débité, qui ont dit que ça serait, elle serait une constitution de belligérants, peut-être qu'il y a un problème sémantique. Nous devons savoir qu'il n'y a pas eu que des belligérants. Je prends mon cas. Nous étions dans l'équipe de l'opposition non armée avec Zaïd Ngoma. Tout est parti d'abord de Gaborone, Lusaka. Nous sommes arrivés à San City. Nous avons conçu le texte, l'accord global et inclusif. Mais avant ça, il y avait l'accord des cascades qui a été signé ici au Congo central. Nous sommes revenus à San City pour avoir San City 2 avec l'accord global et inclusif. À cette époque, Etienne Tshisekedi et ses alliés étaient au Rwanda. Voyez-vous, ils étaient au Rwanda, pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'on ne pouvait pas exclure le RCD. Nous avons eu l'accord global et inclusif. Cet accord nous a permis de mettre sur pied les institutions de la transition. Il y avait le gouvernement, d'abord la présidence, il y avait le Parlement avec ses deux chambres, il y avait le gouvernement. Ce sont ces institutions-là qui ont proposé le bauche de la Constitution. Et nous sommes arrivés au niveau du Sénat. Le Sénat a eu à analyser en profondeur, parce qu'il y avait une commission qui a été mise sur pied. Cette commission a proposé à la plénière, il y a eu débat. Et ils ont pondu le premier projet de la Constitution avec 219 articles, si je ne m'abuse pas. Le texte est envoyé en seconde lecture à l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale... Il n'y avait pas des étrangers, là. Non, mais le consultant. Allez-y. Ça, c'est au niveau de la commission. Ce n'était pas ça la Constitution. Ça, c'est le processus de l'élaboration de la Constitution. Il y a eu, certes, des étrangers qui ont été consultés sur certaines questions, mais ce n'est pas ça la Constitution. Les gens créent de confusion, justement, parce qu'ils n'ont pas voulu suivre une bonne formation. Lorsque c'est arrivé au niveau de l'Assemblée nationale a élagué 6 articles pratiquement, si je ne m'abuse pas, c'est resté 213 articles. Sur les 213 articles, ils ont eu à ajouter pour avoir les 229 d'aujourd'hui. Sur les 213 qu'ils ont eu, ils ont accepté en tant que tel certaines dispositions, je crois au nombre de 60, et ils ont eu à apporter des amendements profonds sur plus de 130 articles. Vous comprenez? Et c'est sur base de ça que nous avons eu cette constitution. Mais avant que nous arrivions au niveau de la commission, il y a eu des consultations qui ont été faites. Alors, si on considère que c'est une constitution de malédiction, cela sous-entend que l'institution président est une institution de malédiction, l'institution parlement est une institution de malédiction, l'institution gouvernement est une institution de malédiction, l'institution cours et tribunaux est une institution de malédiction. Alors, comment quelqu'un qui est dans une institution de malédiction peut-il croire que cette constitution de malédiction doit être changée alors que lui, déjà, au départ, est maudit du fait d'avoir bénéficié de cette constitution? Ça, c'est une manière d'insulter tout un peuple. Nous qui nous sommes battus, justement, pour que nous ayons ces cadres de formation. Elle était une fameuse constitution. On dit votre fameuse constitution. Non, mais si la fameuse constitution est une constitution des étrangers, naturellement, nous sommes dans une situation d'occupation. Et lorsqu'on est dans une situation d'occupation, on n'est pas un État démocratique. On n'est pas souverain. Alors, et de ce fait, Félix Tshisekedi ne peut pas prétendre être président élu sous base d'une constitution des étrangers. Ça, c'est logique. Monsieur Bolodja, parce que déjà, au niveau du changement, ça poserait des problèmes à vous entendre. Est-ce qu'on peut entrevoir une révision? Bon, déjà, ce qui importe dans l'action, c'est l'intentionnalité. Ils ont l'intention de nuire aux intérêts de la nation. Et les dessous des cartes, peut-être que les gens ne font pas trop cas de ça. M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, a créé une sorte de mixture. Il a pris le côté Mobutu, Kabila, pour créer le fascisme. Et dans sa logique, il a pris des engagements au niveau international. Ce sont ces engagements qui les lient aujourd'hui. N'oubliez pas que M. Félix Tshisekedi nous a fait entrer dans EAC en violation des dispositions pertinentes de l'article 213, 214, 215, 216 et même 217 de la Constitution. Comment violation? Il a signé le traité au mois de mai, au mois de mars. EAC a pris des décisions sur nous au mois de mai. Les instruments de ratification ont été déposés le 11 juillet 2022. Vous comprenez? Alors qu'avant de prendre la décision sur nous, on devait d'abord déposer les instruments de ratification. Et pourquoi les autres institutions l'ont accompagné? Parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient être poursuivis du fait de la violation intentionnelle de la Constitution. Mais quelles sont les conséquences? Nous entrons dans une organisation qui a la vision Imatuchi. C'est-à-dire que des gens qui prônent la suprématie de la race nilotique. Ils sont dans cette logique-là. Et si vous lisez les dispositions... Mais bien évidemment, EAC est dans la vision Imatuchi. C'est EAC qui soutient la vision Imatuchi. Parce que si vous prenez Nyerere, qui était l'un des initiateurs de l'idée, l'idée a germé en 1964. Et c'est en 1964 qu'ils ont commencé à créer les conditions de leur fusion. C'est-à-dire qu'ils voulaient créer un État fédéral. Il y avait l'Ouganda, il y avait la Tanzanie, il y avait le Kenya. Ce sont les 3 pays qui ont commencé. Et Nyerere a proposé la création de EAC dans cette optique-là. C'est en 1969 que EAC a été créé. Et M. Félix Tshisekedi s'est permis de nous faire entrer dans EAC sans prendre le soin de lire les traités créant EAC. Parce que si vous lisez déjà l'exposé des motifs, vous allez vous rendre compte que le Congo n'avait aucun intérêt à se retrouver là-dedans. Et si vous lisez l'article 4 de ces traités, vous allez vous rendre compte que Félix Tshisekedi a donné à EAC le droit de prendre notre terre et même de la céder.
de prendre un autre terre. Effectivement. Mais notre constitution ne prévoit pas ça. Mais voilà pourquoi il veut changer la constitution. C'est ça, en fait, le leitmotiv. M. Félix Tshisekedi veut se débarrasser de cette constitution, justement parce qu'il est bloqué par ces dispositions. Il n'y a que le peuple souverain qui a la capacité, n'est-ce pas, de céder, de décider sur ces grandes questions. Alors, trouvant que la constitution le bloquait, il veut maintenant insister sur son changement, justement pour lui conférer plus de pouvoir et réduire le pouvoir des autres institutions. Comment voulez-vous que nous prenions position par rapport à cette vision indécrottable de M. Félix Tshisekedi, qui tendrait plutôt à aller dans le sens de soutenir nos ennemis qui sont ses frères? Et donc nous pensons, même si on pouvait trouver la pertinence... De toutes les façons, la RDC ne fait plus partie maintenant de l'EAC. Depuis quand? La RDC s'est retirée de l'EAC. Non. Depuis quand? Mais il y a un processus, hein. Il faut lire le traité, hein. Il y a un processus. Pour quitter l'EAC, il y a tout un processus. Nous sommes encore membres de l'EAC. Il ne contribue plus. Elle ne contribue pas plus, la RDC. Oui, mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas régenté par le texte. Ça, c'est une dette que vous serez naturellement appelé à payer un jour. Il n'a pas enclenché le mécanisme de quitter l'EAC. Même s'il a enclenché le mécanisme de quitter, nous restons là. Et d'ailleurs, M. Félix Tshisekedi a eu à se rencontrer à plusieurs reprises, si pas lui, ses émissaires, avec le cadre de l'EAC. Ils ont eu à parlementer là-dessus. Ils ont eu à lever des options, même à prendre certaines options, de cesser le feu dans ces cadres-là. C'est-à-dire, nous pensons que les changements de la Constitution ou la révision de la Constitution ne sont pas de priorité pour le Congo au moment où nous vous parlons. Si on veut changer la Constitution, eh bien, c'est de la rébellion. Si on veut réviser la Constitution, pour l'instant, il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a même pas de la pertinence. Parce que quand j'ai suivi notre frère qui m'a précédé, il a semblé donner l'impression que le régime présidentiel serait bon. Mais apparemment, il semble oublier. De 1965 à 2006, nous étions effectivement dans un régime présidentiel. Mais cela n'a pas permis à ce que le pays puisse se mettre dans l'orbite du développement. Ils pensent que pour que nous soyons bien gérés, qu'il faille que le président de la République ait la capacité de nommer le gouverneur. Les gens semblent oublier que nous l'avons connu depuis 1965 jusqu'en 2006. C'était ça le contexte. Mais cela n'a pas permis à ce que nous vivions le développement tant souhaité. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler à nos amis que la démocratie à la base, c'est ce qui a consacré la décentralisation. La décentralisation ou le régionalisme constitutionnel tel que nous l'avons voulu, c'est le mixage de nous, les unitaristes, et le fédéraliste. Nous avons voulu à ce que nous ayons une forme mixte, justement pour permettre à ce que toutes les provinces soient la source d'impulsion au développement. Mais si vous commencez à nommer le gouverneur, naturellement, les assemblées provinciales n'auront pas de sens. Merci. Vous n'allez pas demander à la population, aux députés, de sanctionner quelqu'un qui sera nommé par M. Félix Tshisekedi. Et donc, nous comprenons que nos amis n'ont aucune vision en dehors celle de soutenir la vision Imatuchi. Et je crois que c'est ça leur caractéristique. Et nous condamnons avec véhémence. Nous exigeons à ce que la Cour constitutionnelle se saisisse du dossier et qu'on traduise M. Félix Tshisekedi en justice. Merci beaucoup. Alors, ça c'est votre dernier mot. Merci à vous, M. Bolodia. C'est à moi de vous remercier. Voilà, merci. On passe à notre invité.